Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 3 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple. Vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Pour ce dernier épisode de l'année 2021, et oui, les vacances de Noël approchent, je vous propose de découvrir un papa. Voilà bien longtemps que je n'en avais pas reçu et on sait à quel point ils sont importants pour milkshaker avec qualité. Alors pour l'occasion, je vous propose de découvrir Flo, alias Dr Flo. Il est papa tout d'abord, de 2 petites filles, mais aussi médecin généraliste. Il va nous raconter les allaitements de ses 2 princesses, comment il les a vécues, les difficultés auxquelles ils ont fait face avec sa compagne et les solutions qu'ils ont trouvées en équipe, comme il le dit. Flo, c'est ce papa qui prend sa place, sa part, qui soutient et qui accompagne. Flo, c'est aussi le médecin qui sait où on en est sur les connaissances autour de l'allaitement et le niveau global de formation des professionnels de santé. Alors il a accepté de répondre à certaines de mes questions moins personnelles pour savoir d'où viennent les lacunes que l'on peut ressentir quand on consulte en tant que parent allaitant et auxquelles il a lui-même été confronté. Attention, je vous préviens, il parle vite, très vite, peut-être même plus vite que moi, et c'est dire. Est-ce que vous êtes prêts ? Belle écoute. Salut Flo, bienvenue dans Milkshaker. Salut Charlotte, merci de m'avoir invitée. Flo, dont on ne dira pas le prénom complet. Secret défense. Secret défense. Dis-nous quand même un peu qui tu es, combien as-tu d'enfants, qui es-tu, etc. Alors, super, moi je suis Flo, donc je suis sous le nom de Dr Flo sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où c'est là où j'ai ma plus grosse activité de réseau social et d'influenceur santé parce que je suis à la base médecin généraliste installé en cabinet, j'ai mon cabinet, j'ai ma patientèle, etc. etc. Et donc il y a un peu plus de 3 ans, j'ai lancé donc un compte Instagram Dr Flo où je fais de la vulgarisation médicale grand public. Et parmi les grands sujets que j'aborde régulièrement, il y a notamment le sujet de la parentalité, de l'allaitement, parce que je suis également, et même avant tout, papa de 2 petites princesses de 3 ans et demi et de bientôt 1 an, qui ont été toutes les 2 allaitées pour l'une pendant 26 mois et allaitées toujours en cours pour l'autre. D'où le fait, j'imagine, que tu m'as invité sur ton podcast. Peut-être. Il y a peut-être un lien. Flo, est-ce qu'avant l'allaitement, tu avais une idée de ce que ça pouvait être l'allaitement, des difficultés qu'on pouvait rencontrer en tant que médecin généraliste ? Est-ce que tu avais quelques notions là-dessus ? D'où tu partais ? Alors, je partais de très loin parce que moi, dans mon histoire personnelle, dans ma famille, dans mes proches, dans mon entourage, il y avait pas d'allaitement. Moi, j'ai pas été allaitée, ma sœur non plus. Enfin, on n'a pas connu ma sœur un petit peu, mais ça s'est pas très bien passé. Et en fait, j'avais pas de modèle dans mon entourage sociétal d'allaitement réussi ou pas réussi, ou de problème ou d'échec ou quoi que ce soit. Pour moi, je partais de l'allaitement, c'est un truc qui est naturel, qui est spontané et puis qui est intuitif. Donc, on part de très loin. Okay. Voilà. Et après, au niveau formation professionnelle et pendant mes études, etc., l'allaitement, c'est abordé de manière très succincte. Comme beaucoup de choses en soi. Dans ma fac et dans mes études de médecine, globalement, c'est un chapitre d'un cours de pédiatrie ou de gynécologie, je sais plus d'ailleurs, je crois que c'est en gynécologie, globalement, qui vante les bienfaits de l'allaitement, sur l'immunité, sur le développement, sur le côté économique aussi. Ça nous est vendu comme argument à dire aux parents, c'est plus économique d'allaiter.
Et on a un cours sur les complications de l'allaitement et sur comment prendre en charge les complications de l'allaitement. Donc, principalement les crevasses, principalement les abcès, les infections et ce genre de choses-là. C'est très très succinct, hein. C'est un paragraphe dans ce qu'on appelle les collèges. Alors les collèges, c'est des gros bouquins dans lesquels il y a tout le programme de médecine qu'on doit réviser pour les concours. Et globalement, il y a un paragraphe sur les complications et un paragraphe sur l'allaitement normal, et puis ça s'arrête là. Donc c'est du très théorique, c'est du très superficiel, c'est du très lointain, et il y a rien sur l'accompagnement, enfin sur tout ce qui fait défaut en fait dans le corps médical sur l'allaitement aujourd'hui, quoi. Ok, donc quand tu arrives à l'aube d'être papa et que se pose la question de est-ce que tes enfants vont être allaités ou non, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses le choix à ta chérie, ou à ta femme, tu nous diras. Est-ce que tu te dis, quand même, visiblement c'est économique et en plus c'est bon pour la santé, donc ce serait pas mal qu'elle allaite? D'où tu te places? Alors c'est ma chérie du coup. Donc je lui laisse le choix dans le sens où moi dans ma tête, dans mon esprit et encore aujourd'hui d'ailleurs, ce qui est important, c'est de prendre soin, de s'occuper de son enfant, de le nourrir, de l'aimer, de l'hydrater, donc ça fait partie du package. Et pour moi, on peut être un bon parent en allaitant et on peut être un bon parent sans allaiter. Tout à fait. Merci pour ce rappel. Voilà. Donc déjà de base, moi je partais là-dedans. Et ensuite, la deuxième chose et qui est devenue très 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 importante pour moi depuis, mais qui l'était déjà un peu à l'époque, c'est d'être en phase avec ses choix, tout simplement, quoi. C'est-à-dire que globalement, t'as envie d'allaiter, t'allaites parce que t'en as envie. T'as pas envie d'allaiter, t'allaites pas parce que t'en as pas envie. Et de pas être dans une catégorie où je fais un truc alors que j'aurais envie de faire l'autre. Donc à la base, on n'avait pas vraiment d'idée préconçue là-dessus. On en a beaucoup parlé avec ma chérie. Puis moi, je lui laissais globalement le choix dans l'idée de dire moi je suis là, quelle que soit la décision que tu veuilles prendre ou le choix que tu veuilles faire. Et ensuite, on verra comment ça se passe. On ira un peu au feeling, quoi. Ce qu'on fait, je pense, beaucoup de parents lors du premier enfant. Et donc, sa position à cette époque, c'était, on essaye, on verra bien. Puis bon, si ça tient, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, je serai contente. Au début, c'était vraiment, si j'arrive à allaiter 2 mois, je serai contente. Ok. Donc, on s'est lancé là-dedans. Ok, c'est bien, c'est un bon point de départ. Et alors, ce bébé arrive, et là, qu'est-ce qui se passe? Comment, déjà, est-ce que tout va bien quand il arrive? Et du coup, comment se met en place cet allaitement? Alors, ce bébé arrive et en fait, il y a des difficultés dès le début. Mais dès le début. Bon. Donc, en fait, ça a été très, très compliqué et ça a été une énorme claque dans la tête pour moi en tant que papa qui veut tout faire pour le bien-être à la fois de son bébé et de sa chérie, en tant que médecin qui est censé pouvoir pallier à tout problème médical et dans ma tête, l'allaitement, ça en faisait partie. Et en fait, ça a été énormément de difficultés et ça a été une grosse claque de me rendre compte que j'étais complètement, pas inutile, mais en tout cas impuissant, quoi. Donc en fait, je vais te faire l'historique pour te dépeindre un peu le tableau. Au moment de l'accouchement, donc la naissance, le moment merveilleux de la naissance, de l'accouchement avec tout, enfin voilà, c'est pas le sujet la question du sujet, mais en gros, globalement, un accouchement qui se passe relativement bien, un accouchement par voie basse. Elle avait une péridurale alors qu'elle en voulait pas, mais la douleur était importante. Enfin bon, bref, je te passe tous les détails. Et donc arrive le moment de la première mise au sein d'un enfant qui est sorti, qui va bien, une maman qui est en pleine santé, etc., etc. Première mise au sein un petit peu compliquée sur la tétée d'accueil qu'on connaissait pas moi à l'époque. Je savais même pas ce que c'était une tétée d'accueil pour vraiment te dépeindre le truc. Donc la tétée d'accueil qui est censée être un moment naturel où l'enfant utilise son instinct pour aller rechercher le sein, faire le premier échange d'un point de vue vraiment. C'est plus une tétée qui est purement relationnelle et qui est purement de contact, etc., que simplement nutritive en fait. C'est plus affectif que nutritif. La tétée d'accueil, c'est vraiment recréer le lien. Voilà, c'est créer le lien, c'est affectif et c'est aussi, on s'en rend compte de plus en plus, une tétée qui permet de participer à la fabrication du microbiote du bébé par le contact avec la peau de la maman. C'est très 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 important. On est en train de le découvrir de plus en plus, l'importance de ce microbiote et de la mise en place de ce microbiote dans les premiers instants de la vie. Mais tout ce que je te raconte maintenant, à l'époque, je le savais pas du tout. On apprend tous avec le premier. C'est ça. Et donc cette tétée d'accueil se passe mal. Dans les premières secondes et premières minutes qui arrivent, donc le bébé n'arrive pas à prendre le bout de sein de la maman, ce qui n'est absolument pas inquiétant en soi. Sauf qu'il y a je crois que c'était une AS, je crois. C'était pas une infirmière. Enfin, je sais plus exactement qui. Je la reconnaîtrais pas si je la croise dans la rue, mais on la remercierait pas si on pouvait. Qui nous a dit, ça se passe mal, il vous faut mettre un petit bout de sein en silicone pour aider la prise du sein.
Ce qui D'accord. est une énorme bêtise et on l'a su après sur une tétée d'accueil parce qu'on s'en fiche en fait de la façon dont le sein est pris sur la tétée d'accueil. Mais nous, on s'est laissé porter en étant ignorant sur le sujet et donc on a laissé ma compagne faire ses premières tétées avec ce petit bout de sein. Ce qui a été une catastrophe par la suite parce que les tétées se passaient mal, la prise au sein était pas parfaite, elle était dépendante de ce bout de sein et ma chérie a énormément souffert dans ses premiers jours d'allaitement. Je dirais pendant quasiment 15 jours, 3 semaines, ça a été des très très grosses souffrances parce qu'en fait les tétées se faisaient pas comme il faut et le bébé lui faisait mal en prenant le sein, énormément mal, elle a vraiment beaucoup souffert. Et pour autant, elle s'est accrochée comme une énorme guerrière à cet allaitement en ne voulant rien lâcher, en étant convaincue et persuadée que c'était ce qu'elle voulait pour son bébé, que c'était le mieux pour son bébé. Et ça a été très dur parce que je savais pas comment l'aider. Ouais. Est-ce que justement tu nous as dégainé ton remède anti-crevasse que tu avais appris pendant tes cours? Pas du tout, parce qu'en plus pas du tout parce qu'elle avait pas énormément de crevasses en soi. Par contre, elle avait des très très fortes douleurs. Non, elle avait pas de crevasses, mais elle avait des très très fortes douleurs. Elle avait pas des complications type crevasse, abcès, etc. que moi j'avais appris. Par contre, elle n'arrivait pas à allaiter correctement sans douleur. Pour moi, un allaitement, c'était censé être naturel, spontané et je sais pas, agréable. J'en sais rien, je sais pas du tout. J'ai aucune notion. Moi, je suis un mec, donc voilà. Mais c'était pas censé être difficile de mettre en place un allaitement. Ouais, et puis là, en plus, on se retrouve dans le cas où elle a exactement ce que t'as pas appris, quoi. C'est ça. À savoir, Exactement. elle a mal, mais il n'y a pas de complications médicales. Exactement. En fait, j'ai vécu de plein fouet l'ignorance que j'ignorais avoir. En fait, je savais pas du tout que j'ignorais tout ça. Je savais pas du tout toutes ces difficultés, toutes ces complications. Je les ai découvertes à ce moment-là. Ce qui nous a sauvés, c'est une sage-femme de notre hôpital qui nous a dit vous devriez aller voir une conseillère en lactation, une conseillère IBCLC. J'en ai une à vous conseiller. Je vous passe son numéro. Et donc, Okay. je l'ai appelée alors qu'on était encore à la maternité en lui expliquant la situation et elle m'a dit il y a urgence, je vous reçois dans 2 jours, quoi. Enfin, c'était premier, on sortait, on allait la voir tout de suite, quoi. Ouais, sortie de maternité, boum, chez la consultante. Voilà, c'est la consultante et c'est là qu'on a appris énormément de choses. C'est là qu'on a appris toutes les erreurs qu'on avait fait sans le savoir parce que on le savait pas. Et c'est avec elle qu'on a, c'est grâce à elle que cet allaitement a pu être sauvé, a pu être démarré dans de meilleurs auspices. Mais ça a mis du temps parce qu'il y avait des mauvaises positions de tétée qu'il a fallu revoir. Il y a eu des mauvaises façons de prendre le mamelon en bouche par le bébé qu'il fallait revoir. On n'avait pas de pathologie. C'est ça le pire, c'est que il n'y avait pas de frein de langue, il n'y avait pas de frein de bouche, il n'y avait pas de pathologie, c'était simplement en fait une mauvaise préparation qui aurait pu conduire en fait à un arrêt de l'allaitement parce que moi j'avoue qu'il y a des moments où je disais écoute là tu souffres trop, moi je supporte pas de te voir souffrir comme ça, on change de technique, on fait autre chose, on fait autrement, mais en fait elle s'est accrochée comme une guerrière et puis elle a eu raison au final, mais c'est vrai que sur le moment c'était pas évident, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, toi, ta place au milieu de tout ça, parce que tu te retrouves... Alors c'est vrai que c'est un peu la double peine quand en plus on est soignant, c'est que tu te retrouves en tant que papa à voir ta femme qui souffre, à voir ta chérie qui souffre, et t'es un peu impuissant face à ça parce que tu sais pas quoi faire. Et en plus, t'as la casquette de soignant qui est censé trouver des solutions, qui les trouve pour ses patients et qui peut pas les trouver à la maison. Donc du coup, comment tu t'es sentie face à ça? Alors l'avantage c'est que moi j'ai très rapidement dit à ma chérie que je serais pas son médecin. Parce que j'ai quand même cette notion ancrée en moi depuis très longtemps qu'on ne soigne pas ses proches parce que c'est compliqué d'avoir l'objectivité de le faire. C'est là qu'on est les plus nuls. Là. Oui, c'est clair, c'est clair. Non, mais complètement, on devient complètement ignorant alors que voilà, on sait les trucs, mais en fait, on n'a plus aucun recul et on n'a plus aucune, on comprend que des mauvaises décisions. Pour autant, même sans être son médecin, en tant que juste son chéri et le papa de la petite, c'est compliqué de se dire. Déjà, on se sent impuissant à se dire je la vois souffrir, je sais pas comment l'aider, je suis là, je fais ce que je peux, mais j'ai l'impression qu'il y a rien qui fonctionne, mais parce que tout simplement j'avais pas de réponse à lui apporter. Et en même temps de se dire, j'avais la petite voix, je me disais et en plus t'es médecin. Donc voilà, après ça s'arrêtait là parce que je savais très bien que j'étais pas son médecin, que machin, et puis je savais très bien d'où venaient mes lacunes, mais c'est quand même ouais, c'est pas évident. Et puis après tu te replaces et puis tu te dis bon, en même temps. C'est pas non plus toi qui souffres, toi t'es là, toi ton rôle c'est d'être à côté d'elle, c'est de la soutenir.
c'est de l'encourager, c'est d'aller lui amener un coussin pour qu'elle ait moins mal, c'est de la filmer pendant qu'elle tète pour envoyer des vidéos à la conseillère en lactation qui nous a demandé des vidéos, c'est de lui apporter à boire si elle a soif, et puis c'est voilà, comme j'avais fait un peu pendant le travail, etc. C'est globalement de lui caresser le front et de lui dire que ça va aller et que même si je sais pas du tout si ça va aller, mais allez, tout va bien, ça va aller, tu t'en sors bien, t'es fort, quoi. Enfin voilà, j'ai gardé ma place. En gros, j'ai ignoré mon côté soignant en fait pour garder juste ma place de papa et de chéri et d'être là, de rassurer, d'avoir des paroles encourageantes. Et puis je pense quand même, et je le dis en modestie, mais je le sais parce elle me l'a beaucoup dit, que ça a beaucoup participé au fait qu'elle ait réussi aussi à tenir, à affronter tout ce qu'elle a affronté et à sauver l'allaitement, parce que si elle avait été seule, enfin voilà, elle aurait pas pu y arriver de la même manière en tout cas. Peut-être qu'elle y serait arrivée quand même, mais bon, elle m'a beaucoup dit, heureusement que t'étais là, quoi. Est-ce que tu nous as dit entre deux mots là qu'à un moment tu t'es dit bon bah voilà, si c'est pas la bonne solution on va en choisir une autre. Est-ce que c'est un truc que tu lui as exprimé clairement à un moment et elle t'a dit non non c'est pas du tout ce que je veux, j'ai besoin que tu me soutiennes, etc. Ou c'est un truc que t'as pas osé lui dire? Alors, je réfléchis, mais il me semble que ça a dû sortir une nuit vers 3h30, 4h du matin quand même. le, Tu vois. le pic d'inquiétude de la nuit. Après, on communique très bien avec ma chérie et on n'a pas besoin de faire des thèses et des débats de 1000 ans pour se comprendre et savoir ce qu'on pense. Donc je pense qu'à 3h30, 4h du mat, j'ai dû lui dire, écoute, là c'est trop de souffrance, peut-être qu'il faut envisager d'arrêter. Et je pense qu'elle a même pas eu besoin de me répondre pour que je comprenne que de toute façon, ça serait pas une option. Ouais. Enfin, ça aurait pu en être une, hein. Attention, il y aurait eu un énorme truc, il y aurait eu un machin, il y aurait eu une mise en danger du bébé ou d'elle, ou quoi que ce soit, elle se serait résolue. Mais j'ai bien compris que de toute façon, malgré le fait que quelques semaines avant, elle m'ait dit, si j'arrive à le faire 2 semaines, on verra, et puis c'est pas très très grave si ça marche pas. J'ai bien senti que de toute façon, coûte que coûte, elle allait tout faire pour que ça fonctionne. Et c'est aussi pour ça que ça a fonctionné. Donc, même si je lui ai mis la possibilité une fois ou deux en le pensant sincèrement, j'ai bien capté que de toute façon, ça serait pas une option. Donc, ok, d'accord, je prends note. J'ai bien vu ton regard. On fera tout ce qu'il faut. Donc, on va faire tout ce qu'il faut, quoi. Ouais, tu lui as montré la sortie de secours, elle t'a dit non, même pas en rêve, l'incendie n'est pas assez gros, on va rester ici et, et tout va bien Ouais, se c'est ça. passer. En fait, elle a ouvert les yeux, je l'ai regardé, j'ai dit, ok, d'accord, la sortie de secours, je la referme tout de suite. Ok, donc du coup tu t'es mis dans un rôle de coach alors? Bah, un petit peu, oui, mais je pense qu'on l'est de toute façon. Mm. Quand on est parent, coparent, quand on est, enfin voilà, on accompagne forcément. Enfin, je sais pas vraiment si je me suis mis dans un rôle de coach, mais je pense qu'on essaye de faire une équipe en fait. Donc voilà, le coach il est un peu à l'extérieur de l'équipe, mine de rien, il manage, il drive, etc. Là, on était plutôt les deux au sein de la même équipe, quoi. Et alors, à des papas, du coup, tu vois, qui seraient dans cette situation-là, dans un allaitement un petit peu compliqué au démarrage, etc., est-ce que tu peux nous réexpliquer qu'est-ce que toi, tu as pu mettre en place, tu vois, bah voilà, pour prendre ta part dans cette histoire, pour l'accompagner, voilà, tant qu'il y avait des turbulences là, pendant l'allaitement. Qu'est-ce que tu faisais, tu vois, que ce soit en termes pratiques, etc., Ouais, pour que ça avance et que ça la soulage, elle, parce qu'elle avait ouais. déjà d'autres chats à fouetter. Ben j'étais là déjà. Ouais, c'est Mais déjà pas mal. physiquement, mais c'est déjà important physiquement d'être là. C'est déjà important physiquement de montrer à sa partenaire que on est là, qu'on la soutient et qu'on est d'accord avec elle. Parce que la moindre, là on en a parlé de la question de est-ce que tu veux, est-ce qu'on arrêterait pas, hop, on passe à autre chose tout de suite. Et bon, c'est important d'en avoir parlé avant pour savoir dans quelle position on se trouve et dans quelle position on se place l'un et l'autre. Mais c'est vrai que c'est fragile, ça peut être fragile un démarrage d'allaitement quand ça se passe pas très bien. Quand on est mal accompagné, c'est d'autant plus de chances que ça soit fragile. Et je pense que pour bien accompagner, ne serait-ce que déjà à soutenir et renforcer dans le fait que, ok, j'ai compris, tu veux allaiter, je suis d'accord avec toi, on y va ensemble, on va affronter les choses ensemble. Déjà, ça rassure, je pense, la maman dans l'idée que je suis pas seule à affronter ce que je vais devoir affronter. À la fois le positif et le négatif. Affronter, c'est un terme qui peut être négatif, mais voilà. À vivre tout ce qu'on va vivre, ok, ben on va le vivre à deux. Donc Mhm. déjà, je pense que ne serait-ce que ça, de lui dire, ok, ben là, je vois bien que tu souffres, je vois bien que c'est difficile, je peux pas t'aider, mais je suis là. Ça, Ça, c'est c'est numéro en un. gros, voilà, métaphysique, théorique.
Après, en pratique, c'est des trucs tout bêtes, quoi. C'est-à-dire que moi, je lui faisais l'installation de ce que j'ai appelé le trône de fer de coussin. Vous savez ça pendant la grossesse où il y a les kilos et les kilos et les kilos de coussin. Et voilà, non, juste lui demander est-ce que tu es bien installé, est-ce que je te replace le coussin, est-ce que tu veux boire, parce que moi j'avais cette notion que pour fabriquer du lait, il fallait beaucoup boire, et j'ai une chérie qui boit pas suffisamment, c'est un chameau. Donc voilà, d'aller lui chercher de l'eau, de lui dire tiens, tu bois parce que sinon je sais que tu le feras pas. Après, en pratique, sur notre première, on avait une installation dodo qui était ce qu'elle était, mais globalement, on a essayé de la faire dormir dans son lit, dans sa chambre dès les premières nuits. On n'a pas réitéré pour la seconde, mais bon, bref. Et donc, moi, mon rôle, c'était globalement quand elle pleure, je me levais, j'allais la chercher, je la branchais au sein, ce qui évitait à la maman de devoir se lever pour aller la chercher. Enfin, je la branchais au sein, je la mettais dans les bras de sa mère. Donc, sur le moment, c'est vrai que ça peut paraître bête parce qu'au final, on se dit il se lève, il se réveille, il va la chercher alors qu'elle était déjà réveillée, mais en même temps, ça reste le côté oui, je sais que tu te réveilles toute la nuit pour allaiter, regarde, je me réveille aussi avec toi et puis on le fait ensemble. C'était ta façon d'être présent. Ouais, ouais. C'est plus dur, hein. Bah oui, j'en doute pas. Je reconnais qu'il y a des moments où je me suis dit, mais en fait, je me lève, je vais la chercher, je la pose, je me recouche. En fait, je pourrais me faire l'économie de ça, vu que je sers pas à grand chose au final dans le truc. Mais en fait, si. Si, ça sert à grand chose de juste dire, regarde, hop, je suis là aussi, quoi. Ouais, et puis émotionnellement, c'est hyper cool. Enfin, moi, je me souviens qu'en effet, mon mec, il se levait, il changeait une couche, machin, il me la portait, moi je me transférais jusqu'au canapé, enfin voilà, et c'était juste aussi agréable de savoir qu'on est deux dans l'histoire. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que c'est tentant et ça arrive de se dire dans la tête du mec, de se dire mais en fait si je me levais pas, ça se passerait quand même. Parce que c'est vrai que en soi, l'action de se lever, d'aller chercher un bébé et de le donner à sa maman, en soi, en elle-même, sortie de tout le contexte, c'est pas une action qui est très compliquée et on pourrait se dire elle a pas besoin de moi pour se lever, aller chercher son enfant. Mais par contre, quand on remet tout ça dans le contexte de la nuit, de la fatigue, du truc, et de montrer que on le fait ensemble, et puis t'es pas seul à le faire, etc., ça prend tout son sens. Donc c'est quand même important de lutter contre cette tendance naturelle de flemmard qu'on peut avoir de se dire ça va, j'ai pas besoin de me lever, elle peut y aller toute seule. Oui, mais non, en fait, tout seul, on y arrive moins bien. C'est important de montrer qu'on est deux, quoi. Même si on n'allait pas directement, en fait, on y participe par ce genre de choses-là, quoi. Moi, je sais que par exemple, les tétés du soir avant le coucher, je restais dans la chambre, souvent, j'étais assis par terre à ses pieds, même à rien faire, mais juste à être là, quoi. Dans les premières en disant je sais que les tétés c'est un peu compliqué, parfois ça te fait un peu mal, écoute, je peux rien faire de plus, mais je suis là, je suis par terre, ou je te caresse un peu la cheville pendant 3 secondes et puis où je fais autre chose et puis mais je suis là, quoi. Ok. Ça t'embêtait de pas pouvoir nourrir ton bébé? Tu sais, il y a un truc très primaire chez l'humain en général, et ça marche aussi quand il y a une grand-mère qui arrive ou un grand-père, tout le monde veut nourrir les enfants. Ouais. Tu vois, ce truc on a besoin de nourrir un bébé quand il est là, c'est trop cool de donner un biberon au bébé de la copine ou je ne sais quoi. Est-ce que ça t'embêtait de pas pouvoir nourrir ton bébé, ou est-ce que tu as réussi à prendre ta place facilement dans d'autres occupations? Je vois tout à fait de quoi tu parles et je n'ai jamais compris ce besoin primaire. Et pourtant, je sais que l'alimentation, c'est un sujet chez moi. C'est moi qui cuisine à la maison. J'adore cuisiner, j'adore recevoir les gens et leur faire plaisir en les nourrissant. Ouais. Mais à aucun moment, j'ai été frustrée de me dire je nourris pas mon enfant. Je sais pas pourquoi. Et même à la limite, je préférais pas m'en occuper. C'était quelque chose qui se passait bien, c'était quelque chose qui était important pour la maman, c'était quelque chose de naturel au sein. Et je sais pas, peut-être que c'est instinctif de me dire moi je suis pas capable de produire du lait, alors peut-être que mon instinct me disait c'est pas à toi de nourrir, que tu n'y arrives pas physiologiquement, vu qu'on ne lui donnait pas de lait artificiel, on lui donnait que du lait maternel. Donc je sais pas, peut-être que j'ai été protégée de cette envie primaire, ou j'arrive pas à ta femme, toi. Mais je ne comprends pas je le comprends pas parce que je l'ai pas vécu. Mais je n'ai pas vécu cette chose-là. Et quand j'ai des papas qui s'inquiètent de me dire oui, mais s'il y a l'allaitement, j'en ai eu en consultation même des papas qui me disaient je veux pas qu'elle allaite parce que sinon je pourrais pas me connecter avec mon enfant en le nourrissant. Mais en fait, il y a tellement mille autres façons de se connecter avec un bébé, même un nourrisson. Moi je changeais les couches, c'était un moment de connexion aussi, même si du coup ça peut rebuter au début, mais n'empêche, c'est toujours sympa. Il y a l'échange visuel, il y a le contact physique, il y a plein de choses. Je la portais aussi beaucoup. Je la faisais beaucoup dormir en écharpe quand elle était bébé.
J'avais organisé déjà mon planning à l'époque pour pouvoir être disponible un jour dans la semaine pour m'en occuper. Donc en fait, bah, on se connectait différemment que par l'allaitement. Et plus tard, quand elle a grandi, j'ai entendu dire par certaines assistantes maternelles qu'on était fusionnelles, ma fille et moi. Donc je j'ai pas du tout ressenti de manque du fait de pas lui avoir donné de biberon, quoi. Absolument Ok. pas. Très bien. Avant que je te demande du coup comment tu t'es organisé côté boulot en tant que médecin pour pouvoir être assez présent physiquement, je voulais juste revenir sur ces démarrages d'allaitement compliqués, la visite chez la consultante. Donc en fait, si j'ai bien compris, juste avec des positionnements différents, des façons de faire différentes, vous avez pu régler toutes les problématiques de démarrage, à savoir les douleurs que ressentait ta chérie? Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était beaucoup des problèmes de positionnement. C'était la tête du bébé qui était mal installée, qui était bloquée, qui pouvait pas. Enfin, on a réglé effectivement tous les problèmes grâce à ça, grâce en fait à un super accompagnement qu'on a eu par notre conseillère qui nous disait envoyez-moi des vidéos, appelez-moi, envoyez-moi des messages, même au milieu de la nuit. Si je peux pas répondre, je réponds pas, je répondrai quand je pourrai. Et en fait, à chaque fois, je filmais les mises au sein et à chaque fois, on avait des commentaires en la tête est mal positionnée, elle est trop contre ton sein, elle est pas dans un bon endroit. On va essayer une autre position, on va essayer telle ou telle technique, telle ou telle adaptation. Voilà, on a fini par trouver ensuite bah, des solutions. Elle a tété sur un seul sein pendant presque un an et demi parce qu'il y a un sein qui fonctionnait pas du tout. Ben voilà, ben ça fonctionnait sur un seul, donc ça s'est très bien passé comme ça. Mais c'était de l'apprentissage en fait, tout simplement. Hein. C'était des choses qui D'accord. finalement n'étaient pas innées et qu'il fallait apprendre et qu'on a appris un peu pas dans les meilleures conditions, mais qu'on a fini par apprendre sans lâcher. Donc finalement, c'est bien. Ça a été, enfin, au final, le résultat, il a été là. Donc ça a été un peu un apprentissage dans la douleur les quelques premières semaines, mais finalement ça s'est fait. Et par contre, pour la deuxième, on est allé la consulter, même en ayant l'expérience de la première, on est allé la consulter avant cette fois-ci. Et là, c'était beaucoup mieux parce Ouais. qu'on a pu préparer du coup le truc. D'accord. Ouais, vous vous êtes dit, Donc, bon, pourtant on l'a déjà fait une fois, mais on va ouais, prendre les devants et aller consulter avant même que bébé arrive. ouais. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous alliez chercher comme info? On a cherché quelle meilleure chose à mettre en place dès la maternité, voire avant la maternité, pour éviter de se reprendre les mêmes écueils qu'on s'était pris la première fois. On voulait surtout pas repartir dans 3 semaines, 4 semaines de galère. Et on avait cette notion aussi par beaucoup de témoignages qu'on avait suivis sur les réseaux que deux allaitements se passaient pas forcément de la même façon. Et donc, c'était important de faire une petite remise à niveau avant d'y aller et une fois sur place à la maternité. Un des soucis qu'on a eu également sur le premier, c'est qu'on a beaucoup écouté les conseils à la maternité pour l'allaitement, pour la mise en place, et que à chaque fois qu'on avait une personne qui intervenait, on avait un conseil différent. Et on nous disait l'inverse de ce que nous avait dit la personne juste avant. Ouais, Donc ça au c'est final, vraiment classique. c'est ça, c'est classique. Mais au final, tu veux suivre les choses, tu veux faire les choses bien, t'écoutes ce qu'on te dit, t'as une autre qui vient qui te dit l'inverse, et au final, ben, tu captes un conseil, puis au final, tu pars pour le truc. Quoi. Donc là, comme on avait eu cette expérience avec cette conseillère avec qui on avait établi un lien de confiance, on est allé la voir avant, on a échangé avec elle pendant la naissance et les premiers jours à la mater de la deuxième, et en fait, on s'est coupé de tous les conseils que pouvaient nous donner tout le reste des équipes médicales de la maternité. Et donc, bon, c'est pas forcément le meilleur truc, mais on avait une personne de référence en soi. Et donc, quand on a une sage-femme ou une puère qui est venue nous donner un conseil, on l'a écouté, on a dit OK, OK, OK. Puis quand elle a fermé la porte, on s'est regardé, on a dit bon, on est d'accord, ça on fait pas, on est d'accord, ça on fait pas. Mais Ok. ça, c'est en gros notre valeur ajoutée de l'expérience de la deuxième. Mais sur la première, quand elle est rentrée, qu'elle nous a dit vous faites ça, ben, on a fait ça parce qu'on savait pas quoi. Ouais, Donc bien sûr. voilà. On se laisse porter, on sait pas, donc on se laisse porter par le conseil qui arrive, et puis le suivant est différent, donc on essaye le suivant, et après le troisième et le quatrième, et au bout d'un moment, C'est on sait ça. plus trop où donner de la tête. Et on va souvent contre des choses qui nous sembleraient naturelles, quoi. Il y a des choses qui nous sembleraient naturelles et qu'on aurait envie de faire, et on a un conseil d'une personne qui nous dit mais faites pas comme ça, ben on se dit ben elle doit avoir raison, elle doit savoir ce qu'elle nous dit. Et puis voilà quoi. La deuxième, la deuxième naissance, ma deuxième fille, pendant les premiers jours à la mater, on n'est pas resté longtemps, on est resté 2 ou 3 jours, je crois. En fait, elle passait le maximum de temps possible en peau à peau avec la petite, à l'avoir au bras et au sein.
enfin, ça nous semblait normal, quoi. Et on a quand même eu des conseils à 1 ou 2 jours de vie de l'enfant il faut pas trop la garder sur les bras, l'allaitement. Oui, oui, c'est vrai, c'est à la demande l'allaitement, mais quand même, regardez un peu la montre. Euh, mais posez-la parce que vous allez l'habituer. En fait, ok, d'accord, merci, au revoir. Non, ma fille, elle a 2 jours de vie, elle a besoin du contact avec sa mère, elle a besoin d'être au sein quand elle est prête pour être au sein, elle a besoin de dormir contre sa maman quand elle est prête pour dormir contre sa maman. Donc non, non, on va pas regarder la montre et puis la réveiller pour la stimuler, pour la téter et puis la poser dans son lit parce que, c'était pas comme ça qu'on concevait les choses. Ouais, et Mais ça, c'est ça, vraiment l'expérience qui te l'apporte. c'est ça, exactement. C'est l'expérience et le fait de s'affirmer, de dire non, mais ok, t'es pro de santé, mais moi je sais aussi ce qu'il faut pour mon enfant, quoi. Et puis moi aussi, je suis pro de santé. Quand même. Ok, côté boulot, du coup, tu Ouais, disais j'étais présent physiquement, j'étais là. ouais, Comment tu as réussi à prendre du... Enfin, disons qu'en ouais, libéral, on fait ce qu'on veut sans faire ce qu'on veut, hein, donc on peut décider de fermer le cabinet, mais c'est le porte-monnaie qui en pâtit, hein, ma foi. bien sûr. Donc c'était il y a déjà un moment. J'imagine il y avait évidemment pas le congé paternité qui a actuellement, qui maintenant peut durer jusqu'à 28 jours. Comment tu t'es organisé toi de ton côté? Est-ce que c'était un truc que tu avais envisagé comme hyper important, cette présence après l'accouchement? Tu avais pris tes dispositions ou non, pareil, tu as débarqué et puis tu as fait en fonction? Non, moi c'était hyper important pour moi aussi parce que j'avais, même avant de rencontrer ma chérie, un désir de paternité qui était là depuis très très longtemps. Donc, tout en sachant que je voudrais être papa quand je voulais être prêt, mais je me suis pas réveillé un jour en me disant ah ok, ma chérie veut un enfant, je suis d'accord avec elle. En fait, moi, j'avais hâte d'être papa depuis très très longtemps. Donc, j'avais vraiment envie de vivre le truc intensément. Et pour la première, l'avantage que j'avais, c'est que j'étais remplaçant. Donc en fait, j'étais engagé sur rien du tout. J'allais de remplacement en remplacement. J'avais pas de cabinet, j'avais pas de charge fixe, j'avais pas ce genre de choses-là. Et donc je décidais de dire au médecin que je remplaçais que j'étais disponible quand j'avais besoin et envie de travailler. Et je décidais de dire au médecin que je remplaçais que j'étais pas disponible quand j'avais ni besoin ni envie de travailler. Donc à cette époque, j'étais très très jeune diplômé, donc on n'avait pas encore ni acheté la maison, ni pour l'instant pas d'enfant, c'était la première, etc., etc. Donc j'avais pas non plus besoin d'avoir un travail acharné, voilà. Donc je m'autorisais à pas bosser quand j'avais pas envie de bosser. J'avais un rythme très pépouze, très pépère, qui m'allait très bien. Parce que les journées étaient très intenses. Quand je remplaçais, je travaillais énormément. Et donc, je prenais souvent des congés. T'as Et j'avais raison. cette chance-là et j'en ai profité. À la sortie des 10 ans d'internat, je me suis autorisé ce droit-là. Et donc, pendant cette période-là, je me suis autorisé du coup à prendre un congé paternité beaucoup plus long, non rémunéré du coup, mais beaucoup plus long que ce qui était autorisé. C'était 14 jours à l'époque. Donc, j'ai Ouais. bénéficié des 14 jours offerts par la Sécu qui sont un peu peanuts quand on est libéraux parce que ça couvre à peu près 3 heures de charge Ouais, c'est sur ça. un mois. J'ai payé 3 heures le premier lundi du mois et puis le reste, je me débrouille avec ce qu'on me donne. J'exagère, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Et après le reste, j'ai décidé juste de pas travailler et je crois que j'avais étendu moi-même à un mois la première fois. Et histoire de dire, on se crée notre routine, on accueille notre enfant, on se met dans notre bulle là pendant un petit mois et puis après on voit comment ça se passe. Et même malgré ça, la reprise du travail avait été compliquée pour ma chérie qui restait seule avec la petite à la maison et moi qui rentrais tard parfois. Et en fait, rapidement, j'ai fait le choix d'arrêter de remplacer le mercredi. D'accord. Donc, de me libérer le mercredi pour pouvoir être là pour les filles, pour ma chérie, pour la petite, et aussi pour pouvoir assurer les gardes, parce que quand on a trouvé une assistante maternelle, quand ma chérie a dû reprendre le travail, l'assistante maternelle ne travaillait pas le mercredi, donc il nous fallait une solution. Donc c'était soit on trouve une autre assistante maternelle qui nous fait le relais le mercredi, soit moi j'arrête de travailler, et donc c'est ce que j'ai fait parce que j'avais aussi envie de passer ce temps-là. Donc du coup j'ai commencé à dire à tous les gens que je remplace, je peux vous faire la semaine mais pas le mercredi. C'est à D'accord. prendre ou à laisser. L'avantage quand même d'avoir le choix, parce que c'est vrai Ouais, que, bon, enfin, les médecins généralistes recherchent des remplaçants, plus que les remplaçants recherchent des médecins généralistes à c'est ça. remplacer. On est quand même plutôt sur une pénurie qu'autre chose. C'est Donc ça. c'est vrai que du coup, tu as un peu la main, quoi. J'ai un peu la main, mais pour autant, il y a 80% des gens que je remplaçais qui ont plus fait appel à moi suite à ça. Hein. Quand même. Donc voilà. Donc j'ai dû en trouver d'autres à qui j'ai dit dès le départ, ok, moi je peux vous remplacer, mais par contre je bosse pas le mercredi. Donc j'ai eu pas mal de refus. Ça m'a mis un peu des bâtons dans les roues entre guillemets. Ça m'a pas empêché de bosser, hein, donc j'ai quand même, y a pas eu de souci. Mais c'est quand même pas très bien vu encore malgré tout, tu vois. Même si voilà.
Donc, mais je m'en foutais parce que je voulais avoir cette place-là, je voulais avoir ça. Et depuis, j'ai ouvert mon cabinet pour plus être dépendant justement des autres. Et depuis, je me suis installé. Et depuis mon installation, je travaille toujours pas le mercredi. T'as raison. Donc, voilà. Oui. Et est-ce que ce mois que tu avais pris, tu l'as trouvé... Alors, pour ta chérie, j'ai compris que c'était pas suffisant, que pour elle, ton retour au travail, ça a été dur. Mais pour toi, comment ça a été? Est-ce que ça t'a suffi ce mois-là ou est-ce que t'aurais aimé prendre plus, mais que juste, voilà, à un moment, fallait retourner bosser et gagner de l'argent? C'est un peu ambigu. J'aurais aimé prendre plus. J'aurais aimé prendre beaucoup plus, mais en fait, même indépendamment du côté postpartum immédiat, en fait, j'aimerais bien prendre plus. J'aimerais bien avoir plus de vacances et plus de présence chez moi. Mais euh, j'étais aussi content de reprendre le boulot, sincèrement, hein, parce que j'aime mon boulot, quoi. Donc ça me faisait aussi du bien. Je pense que je pourrais pas, si j'avais pas le choix, je le ferais, mais je pense pas que je serais très épanoui en étant père au foyer à 100%. C'est un truc qui appartient à chacun, qui est propre à chacun et que j'assume complètement. Hein. Je veux dire, après, j'ai jamais été père au foyer à 100%, donc peut-être que je serais surpris, mais intuitivement comme ça, je pense que j'aurais besoin quand même d'avoir le travail à côté et de voilà. Donc j'étais quand même content de reprendre le travail. Pour autant, j'étais quand même plus le même au boulot en sachant que je laissais ma chérie, que j'avais été là pour elle pendant un mois, que là du coup je serais là pour elle que le soir et la nuit, que ça serait pas c'est culpabilisant quand même hein, quand il y a quand il y a quelques difficultés ou même quand il n'y a pas de difficultés, mais je sais qu'elle passait des journées entières à s'occuper de la petite et par exemple à ne pas manger parce qu'elle n'arrivait pas à prendre le temps de manger dans le postpartum immédiat. Ça lui arrivait de pas réussir à prendre le temps de prendre une douche, de pas se poser, de pas réussir à manger un truc. Comme je te disais tout à l'heure, c'est moi qui faisais à manger à la Et en maison. plus, Donc, c'est toi qui faisais à manger, ouais. voilà. Donc globalement, ben, déjà quand à la base tu fais, enfin, si elle se fait à manger, mais bon, c'est pas non plus sa grande passion de sa vie. Quand en plus t'as le bébé qui te prend à 100%, ben en fait tu t'as pas le temps. Enfin c'est Tu le fais plus. tu peux pas quoi, tu peux pas. Elle était très difficile à poser notre première fille. On devait l'avoir constamment au bras. Il y a eu des gros problèmes de peur de la séparation, d'angoisse de séparation à cause d'un passage en couveuse qui avait été obligatoire à ces quelques heures de vie, où on a été séparés pendant plus de 12 heures d'affilée dans les premiers jours de vie. Donc je pense que ça a fait naître pas mal une angoisse de séparation et c'était très très compliqué quand elle était tout bébé de la poser et de juste de l'avoir sur un transat, on pouvait pas quoi. D'accord. Donc on Ouais, avait donc elle était à bras tout le temps. elle était à bras très régulièrement, très souvent. Et du coup, bah, dans les premiers temps, le temps de trouver un équilibre et de trouver une façon de faire, c'était compliqué de faire autre chose à côté. Donc en fait, bah, quand on est deux contre un, ça va, on arrive à gérer, à répartir les tâches, mais quand on est un contre un, on est complètement dédié à l'autre. Donc ma reprise au travail a été quand même difficile pour ça. Côté allaitement, ça s'était stabilisé, elle avait plus mal, elle arrivait à la faire téter sans avoir de douleur particulière. Ouais. T'as continué de te lever la nuit une fois que le boulot il avait repris. Est-ce que t'as réussi à garder ce rythme de dire ok, donc bébé s'est réveillé, est-ce que je fais semblant de pas l'entendre et que je reste au fond de mon lit ou non, allez, j'y vais et tout c'est mon rôle. T'as réussi à le faire ça en reprenant le travail parce que c'est vrai que ben voilà, être avec un bébé toute la journée c'est un boulot à temps plein et puis être médecin ou autre d'ailleurs c'est aussi un boulot à temps plein. Est-ce que tu as réussi à continuer de gérer les nuits? Ouais, j'ai réussi à continuer parce que dans ma tête, je me suis dit, ça va, t'as fait des gardes. T'as fait des Mhm. gardes aux urgences, tu travaillais 24 heures d'affilée, tu devais te lever quand il y avait un patient qui arrivait aux urgences, parce que ça nous arrivait des fois d'aller nous allonger et de fermer les yeux 10 minutes. Et on devait te réveiller, tu devais te lever, et tu le faisais parce que tu étais au boulot, et donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas avec ton enfant, parce que finalement c'est la même chose, et t'as ce rythme-là. La chose que je n'avais pas anticipé, c'est que quand on fait une garde à l'hôpital, le lendemain on a un truc qui s'appelle le repos de garde. Ça veut dire que pendant 24 heures après avoir travaillé 24 heures, on ne travaille plus pendant 24 heures. Et le repos de garde, pour un parent, ça n'existe pas. Non, c'est fini. Voilà. Donc en fait, je l'ai beaucoup plus mal vécu, mais vraiment beaucoup plus mal vécu que mes réveils de garde de nuit. Je me suis dit tout le long que c'était affreux par rapport enfin que ça n'avait rien à voir qu'il y avait rien de comparable à ça de tout ce que j'avais pu vivre dans ma vie. Euh, et je me suis accroché à ce truc de me dire, tu vas pas la laisser gérer toute seule. À ce truc de me dire, c'est pas parce qu'elle ne travaille pas qu'elle n'est pas fatiguée et elle ne travaille pas, elle n'a pas repris de boulot
professionnelle, mais en fait, être à la maison, c'est un travail à temps plein. Être mère au foyer, elle travaille à temps plein. Donc tu n'as pas le droit de te plaindre sous prétexte que toi, tu vas travailler sur un travail qui est rémunérateur et que elle fait autre chose qui n'est pas rémunérateur. Non, t'as pas le droit de te plaindre. Bon, je me plaignais quand même parce que c'est mon caractère, je passe ma vie à me plaindre. Mais voilà. Mais il y a eu enfin voilà, je voulais pas lui montrer que ça me fatiguait, que ça m'épuisait ou que ça me faisait chier, même si c'était le cas, parce que elle aussi ça la fatiguait, elle aussi ça l'épuisait, elle aussi ça la faisait chier, et que on est deux au même niveau, il n'y a pas de raison qu'il y en a un que ça se fasse chier et que l'autre assume enfin voilà quoi. Donc c'était vraiment mon truc, donc c'était ma lutte permanente de me dire ok, oui c'est la galère, mais c'est la galère pour les deux, donc on est là à deux. Ouais, t'avais conscience que quand tu rentrais le soir, en fait, vous aviez tous les deux fait une journée de travail et que vous étiez à égalité. Ah je me disais même qu'elle avait dû avoir une journée plus fatigante que les miennes, hein. Vraiment, enfin finalement, quand on comparait si on faisait le fasciomètre du soir en enfant, elle avait l'air plus fatiguée que moi en fin de journée, quoi. Et effectivement, je comprenais parce que moi je me disais, je me disais, ok, mais bon, t'as fait ton taf, quoi, t'as fait ton boulot normal, habituel, t'as fait tes consultations, t'as fait tes remplats, t'as pu discuter, échanger avec des gens, t'as pu rigoler avec certains patients, t'en as d'autres qui t'ont fait chier, etc. Bon, mais les journées normales, des trucs traditionnels, quoi. Mais la découverte de la vie seule avec un nourrisson de moins d'un mois, c'était un truc qui était complètement nouveau, c'était un truc qui est hyper, il y a énormément de pression derrière, il faut faire les choses comme il faut, voilà, et tu te retrouves seul à gérer, et puis t'as les pleurs, et puis t'as les trucs, et puis je me suis dit en fait, j'ai pas le droit de me plaindre parce que finalement, mes journées elles sont fatigantes, mais elles sont peut-être moins éprouvantes que les siennes, quoi. Donc en fait, je mettais mon costume de allez, enfin c'était pas un costume d'ailleurs, mais je reprenais ma place de allez c'est bon. Je suis là, on va pouvoir souffler ensemble, en fait. C'était plutôt comme ça que je voulais rentrer le soir. En gros, de dire, la solitude, chacun de notre côté, avec nos problèmes respectifs, c'est fini. Maintenant, je rentre et puis on va affronter nos problèmes, entre guillemets, communs ensemble. On va pouvoir souffler tous les deux. Je te la prends un peu, tu peux aller aux toilettes et puis après, je te la donnerai et puis c'est moi qui irai aux toilettes, quoi. Ok, cool. Besoins fondamentaux. Oui, on est très primaire en médecine, tu sais. Hein. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est la base. Hein. C'est quand même un grand sujet. Aller faire pipi ou caca quand on a un bébé, comment on fait, quoi. C'est clair. Non, mais c'est une grande base du postpartum. Hein. Faut pas se leurrer. La première chose qu'on veut faire, c'est manger et aller pisser. Et si c'est pas possible, ça complique les journées. Ouais. Et le deuxième bébé, alors qui arrive, quand ta deuxième fille arrive, est-ce que c'est plus simple parce que vous vous êtes préparé pendant la grossesse? Alors qu'est-ce que ça vous a apporté de vous préparer pendant la grossesse? Est-ce que ce deuxième allaitement, il a été compliqué aussi dans les démarrages, mais que du coup tout a été plus simple à résoudre? Ou est-ce que finalement tout a roulé? Non, tout a roulé. Mise en place nickel de l'allaitement. D'une part parce que super maman, hyper formée maintenant du coup après avoir vécu pas mal de choses et un allaitement de 26 mois. D'autre part aussi parce que en fait on était sur nous. C'était ça la grosse différence avec la première, c'est que la première on connaissait rien, on découvrait tout, donc on s'infusait de tout. Là on est arrivé avec cette prétention de se dire on a déjà vécu beaucoup de choses, on est beaucoup renseigné sur l'allaitement, on sait ce qui se passe, on sait ce qui se passe mal, on sait quels sont les conseils qu'on ne va pas écouter, on sait quelles sont les choses qu'on va mettre en place. Et pour autant, on a quand même des questions, et les questions qu'on a, on sait à qui les poser. Et donc forcément, c'est juste pas la même chose, quoi. Et pourtant, c'est la même maman, et pourtant, c'est des deux bébés qui sont très similaires. Mais c'est juste, en fait, on n'a pas la même posture parce qu'on sait. Et donc, quand on vient nous donner un conseil pourri, on dit OK, d'accord, merci, bonne journée, au revoir. Et puis on sait qu'on va pas le suivre. Et donc, en fait, ça a roulé tout de suite. Nous, la seule chose qu'on voulait, c'était partir très vite de la maternité parce que tout allait bien, qu'on savait que tout allait bien, et on voulait se remettre dans notre bulle chez nous et écouter notre rythme à nous, quoi. Ok, donc tout a Mais roulé. le fait d'avoir vu la conseillère en lactation avant, ça nous a aussi beaucoup aidé à être dans cette position-là. Et je le conseille vraiment à toutes les futures mamans et tous les futurs papas, surtout pour le premier quand on connaît pas. C'est vrai que si on a la possibilité de faire des consultations en amont pour préparer, ça nous permet d'avoir quelques repères. Ça nous permet pas de savoir parce qu'il faut vivre pour savoir, mais ça nous permet d'avoir quelques repères, quelques préparations. Et c'est vraiment un truc que je recommande. Et pourtant, nous, quand on l'a fait, c'était la deuxième, mais on était quand même ravis de l'avoir fait, quoi. Cette consultation prénatale, elle est hyper importante. Ça permet vraiment de savoir où on va et surtout d'avoir ce contact précieux parce qu'au moment où il y a un problème en postpartum, on peut vite se retrouver assez seul et ne pas savoir à qui demander de l'aide et comment. Si vous avez ce contact d'avant, en fait, voilà, il est dans votre poche, dans votre téléphone et il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton pour l'appeler. Ouais, complètement. Donc après, de cet allaitement qui... si j'allaite 2 mois, ce sera déjà pas mal, etc. On est passé sur des allaitements
caractérisé long, en tout cas pour la France, on va dire. Ouais. Donc du coup, de l'allaitement du bambin, de bambin. Comment t'avais envisagé ça, toi? Est-ce que t'avais imaginé que l'allaitement, ça pouvait se poursuivre aussi longtemps? Toi qui n'avais aucune normalisation de l'allaitement dans ton entourage, que ce soit perso ou pro, comment t'as abordé cet allaitement qui durait dans le temps? Est-ce que pour toi, c'était normal ou... Non, ouais, non, non, c'était pas normal pour moi. Et c'est bizarre de le dire, hein, mais non, c'était pas normal pour moi. Mais en fait, non, c'est pas si bizarre. C'était pas normal parce que j'ai grandi dans la société dans laquelle on vit. Donc, dans une société dans laquelle c'est pas normal, euh, ou en tout cas, c'est pas normalisé. Et c'était même bizarre, hein. Moi, j'avais des copines. Non, c'est pas moi, hein. C'était une copine de ma chérie qui avait eu des allaitements longs, et j'avais un regard de bon, ok. J'avais un regard de et pourquoi? C'est quoi le but? Enfin, tu vois, dans ma petite tête de non-papa de l'époque, qui se disait, bon, en fait, à l'été, ça sert à nourrir, alors pourquoi elle mange autre chose, donc pourquoi tu continues à la nourrir? Et j'avais un petit regard de, pas de défiance, mais de, enfin, tu vois, de, c'est un truc pas normal, quoi. Donc, je vais pas dire que ça me dérange parce que c'est pas la question, c'est pas le sujet, mais bon, ok, d'accord, c'était un peu bizarre pour moi, quoi, en fait. Et en Mm. fait, cet état de départ, il a changé juste progressivement tout au long du truc, quoi. C'est-à-dire que ça a été une norme pour moi d'avoir ma première fille qui était allaitée par sa maman. C'est resté une norme pendant 26 mois. Et je sais que quand elle avait 20 mois, 21 mois, 22 mois, mon moi de 4 ans avant aurait dit non mais c'est pas normal d'allaiter un enfant de 2 ans. Et mon moi du moment me disait mais en fait ma fille a 2 ans, elle a encore besoin d'être allaitée, elle a encore besoin de ça et ça serait pas normal qu'elle s'arrête. Donc en fait c'est juste un changement de vision et de façon de voir les choses qui a été progressif et qui a été dicté par notre expérience quoi. Mais euh, mais c'est clair que le avant et après le gap est assez fulgurant et assez monstrueux quoi. Ouais, parce que ce que je dis toujours, en fait, quand on voit, je sais pas, vous débarquez à un endroit, il y a un bambin qui est allaité, et puis vous avez jamais été habitué à voir ça, vous vous dites, ben, comment on en arrive là? Mais en fait, on en arrive là juste au quotidien, et c'est que, comme un bébé de 3 semaines et de 3 mois est allaité de la même façon, parce que c'est une continuité, jour après jour, tété après tété. Et quand ça se passe bien la veille, pourquoi ça se passerait pas bien le lendemain? Et en fait, ça continue comme ça, et c'est naturel, quoi. Donc, en effet, ta vision, elle change, bah, sans même que tu t'en rendes compte. T'as rien à modifier, c'est le quotidien qui t'apporte ça. Tout à fait. Est-ce que l'allaitement maternel, Flo, ça a changé quelque chose, que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie perso? Dans ma vie perso, ça a changé quelque chose. En fait, c'est la maternité, enfin, c'est la paternité qui a changé quelque chose dans ma vie perso, qui a changé ma vie. Donc après, l'allaitement maternel, c'est un pendard de la paternité. Mais moi, j'ai pas eu cette chose de connaître la naissance d'un enfant qui n'est pas allaité et ensuite la naissance d'un enfant qui est allaité par la suite et du coup de voir la différence entre les deux. Donc moi, pour moi, tout ce que je t'ai raconté juste avant, l'allaitement, ça a toujours été de pair avec la paternité. Donc oui, le package global a changé ma vie, comme tout parent, je pense, est transformé par ça. L'allaitement, comme tout le reste. Après, dans ma vie professionnelle, oui, ça a changé énormément de choses. Ça a tout changé dans ma vie pro. Ça a tout changé dans mon approche des parents, en fait, et dans ma façon de traiter de soigner les gens, et dans ma façon de. Euh, L'empathie, c'est quelque chose qu'on peut avoir naturellement, donc on peut être empathique avec une situation qu'on connaît pas, mais quand on est en face d'une situation qu'on connaît, qu'on a vécue, forcément l'empathie c'est plus la même. Enfin, c'est la même empathie, mais c'est plus la même façon de l'exprimer, et c'est plus la même façon de donner des conseils, et c'est plus la même façon de donner son regard, et donc forcément ça change tout. Moi, j'avais donné un exemple tout bête sur l'administration d'un antibiotique chez un enfant qui a eu une otite. Avant, je donnais l'antibiotique, et puis à partir du moment où moi, mon enfant a eu une otite et où j'ai eu besoin, moi, en tant que papa, de lui donner l'antibio, je lui donnais des conseils différents aux parents ensuite, en expliquant, en sachant comment ça fonctionnait, etc., etc. Donc, en ça, oui, ça transforme tout. Je suis passé globalement de 2 paragraphes de chapitre de l'allaitement c'est bien parce que c'est économique et qu'il y a ci et qu'il y a ci et qu'il y a ça et les complications c'est ça à avoir vécu un allaitement compliqué, un allaitement difficile, à avoir vécu les nuits à se battre pour mettre en place l'allaitement, à avoir vécu la puissance et la force de la volonté de la maman qui veut pas lâcher son allaitement alors que elle aurait pas maltraité son bébé en lui donnant un biberon. Mais j'ai découvert tout ce côté-là, toute cette importance qui est apportée et qui est capitale et qui est fondamentale et que j'aurais pas découvert si je l'avais pas vécu quoi.
Donc oui, bien sûr, ça transforme une façon de pratiquer, je pense. Est-ce que du coup, tu as pris conscience des lacunes, tu vois, des professionnels de santé autour de l'allaitement maternel. Toi, ça te permet de te placer différemment, j'imagine, en consultation et puis de réorienter aussi plus facilement les mamans, comme tu le disais, vers des consultantes Ouais, pour des ouais. problématiques d'allaitement. Complètement, je me suis mis à voir la consultante en lactation un peu comme je vois d'autres professions paramédicales dans mon quotidien, à savoir comme les kinésithérapeutes, comme les psychologues ou comme ce genre de choses. Si je prends l'exemple d'un psychologue, par exemple, j'espère que je vais blesser personne et pas dire de bêtises. Moi, je pense en tant que médecin généraliste avoir la compétence, par exemple, pour dépister un début de syndrome dépressif. Mais je pense pas avoir la compétence pour le prendre en charge et l'accompagner et le soigner. Je le fais avec mes mots, je le fais avec avec mon vécu, je le fais avec mon empathie, avec tout ça. Mais je suis pas psychologue. Donc en fait, là, je dépiste que vous avez besoin d'aller voir un psychologue. Donc s'il vous plaît, allez voir un psychologue. Et je fais pareil avec les conseillères en lactation, c'est-à-dire que j'arrive du coup par cet œil-là à dépister des problèmes de mise en place d'allaitement, à dépister des problématiques de réflexes d'éjection un peu trop forts, d'hyperlactation, enfin ce genre de choses-là dont je n'ai jamais entendu parler pendant mes études. Mais après sortie de là, je suis un peu bloqué dans comment aider la patiente en face de moi, quoi. Donc je suis là pour vous accompagner, mais je suis pas un pro de cette chose-là. Donc allez voir quelqu'un qui s'y connaît. Mm-mm. Et ça devrait être comme ça, je pense. Ouais, par contre, on est d'accord pour dire que la formation initiale ne... En fait, est-ce que la formation initiale que vous avez, ces quelques heures que tu as, permettent justement, ne serait-ce que de savoir quand est-ce qu'il faut orienter, ou est-ce que c'est ton expérience qui te l'a appris après? Pas du tout. C'est mon expérience qui me l'a appris, la formation, pas du tout. La problématique qu'il y a dans cette chose-là, c'est que la conseillère en lactation n'est pas un métier qui est reconnu par l'assurance maladie, par même je sais pas la HAS si se sont prononcés dessus. Ça, j'avoue, je veux pas te dire, j'en Non, sais je rien. pense pas. Mais en tout cas, au même titre qu'un ostéopathe ou qu'un naturopathe, c'est pas des métiers qui sont reconnus, qui sont remboursés ou qui font partie du parcours de soins coordonnés. Du coup, comme ils sont pas reconnus, ils sont pas enseignés en fac. Comme Alors, l'homéopathie. ostéopathe, on est reconnu, quand même. On existe. Oui, mais tu n'as pas de convention sécu. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, 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 oui, c'est pas reconnu Voilà, par la c'est ça que je sécurité veux dire. sociale, ouais, tout à fait. Reconnu comme étant efficace comme thérapie, oui, mais conventionné sécu, non. Du coup, nous, pendant mes études, jamais on nous apprend à rediriger vers un ostéopathe. On nous apprend à rediriger vers un kiné. Mais dans certaines situations. Mais on n'apprend pas les situations pendant lesquelles l'ostéopathe pourrait être pertinent, qui sont parfois différentes de la situation pendant laquelle le kiné pourrait être pertinent. Mais ça, on n'apprend pas. De la même façon qu'on n'apprend pas la situation pendant laquelle le naturo pourrait être important, ou on n'apprend pas la situation pendant laquelle la conseillère en lactation pourrait être importante. Donc, partant de là, on part avec aucune connaissance, puisque en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas. Comme c'est pas conventionné, ça n'existe. Enfin, presque, ça n'existe pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ou en tout cas, ça fait pas partie de nos armes. En fait, on a un arsenal thérapeutique, on n'a pas du tout la prétention. Enfin, c'est comme ça que je le vois. J'ai pas la prétention de dire que mon arsenal thérapeutique il est exhaustif. Il y a plein de thérapies que je maîtrise pas, que je connais pas, et donc par conséquent que je conseille pas. Et la conseillère en lactation, ça faisait partie de ces thérapies que je connaissais pas, maîtrisais pas, et donc par conséquent ne conseillais pas. Ouais, on est d'accord que c'est vraiment le problème en fait de la méconnaissance. Quand on sait pas, on peut pas adresser. Quand on sait pas ce que fait l'autre. C'est la méconnaissance et le pendant de la méconnaissance, c'est le manque d'intérêt pour la discipline. C'est-à-dire que globalement, tu vas avoir par exemple, moi je suis formé en hypnothérapie. Je me suis formé moi-même. Donc il y a plein de gens qui vont pas connaître l'hypnothérapie et donc en ne connaissant pas vont dire mais ça n'a pas d'intérêt. Ça ne sert à rien. Je connais pas, donc pour moi ça n'a pas d'intérêt parce que ça ne fait pas partie de mon éducation, de mon environnement psychologique, etc., etc. Donc c'est inutile, je peux m'en passer, j'en ai jamais eu besoin. Et donc c'est pareil pour certains autres types de thérapies où on voit pas pourquoi est-ce que j'irais l'envoyer là-bas puisque j'ai jamais fait avec et je me suis toujours débrouillé sans, quoi. Et je pense que c'est ça le truc. Du coup, est-ce que c'est juste de dire aux parents qui nous écoutent, de leur dire en fait, soit vous avez un médecin qui s'est ouvert sur ces sujets-là et qui s'est éventuellement formé, mais qui au moins a ouvert son esprit et qui du coup sait adresser, mais qu'en gros, voilà, le vrai contact, en fait, c'est pas votre médecin, c'est pas votre pédiatre, parce que la formation derrière, en amont plutôt, elle est pas là et que c'est important d'aller s'entourer de professionnels qui sont spécialisés dans le domaine. Je pense que c'est juste de dire aux parents, il faut savoir ce qu'on peut attendre du professionnel qu'on a en face de soi.
Moi, j'ai eu pendant mon parcours des professionnels, des pédiatres, des confrères que j'allais consulter en tant que papa de l'enfant. Enfin, l'enfant était le patient et moi j'étais le papa. Et où j'ai reçu des conseils qui sortaient un peu du cadre de la simple consultation, par exemple, de pédiatrie, notamment sur des conseils sur de la façon de euh, j'ai reçu des mauvais conseils sur l'alimentation, sur le sommeil, etc., sur des choses qui relèvent presque de la question de l'éducation ou de la question de la façon dont tu veux accompagner ton enfant vers le sommeil, de la façon dont tu veux accompagner ton enfant vers l'alimentation, vers la diversification, etc. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi le rôle de la personne que j'ai en face de moi? Là, je vais la voir pour lui demander, est-ce que mon enfant est en bonne santé? Est-ce qu'il a des carences? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est fragile? Oui, 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 non, non, non. Est-ce que c'est à toi de me dire si je dois dormir avec mon enfant dans mon lit ou si mon enfant doit dormir dans son lit dans son lit à lui? Ben, en fait, c'est pas à toi que j'ai envie de poser la question. Parce que, enfin, c'est un peu paradoxal de dire ça parce que c'est vrai que quand on va voir un médecin ou quand on va voir un pédiatre ou quand on va voir une sage-femme ou un gynéco, on s'attend à ce que la personne te prenne en charge en globalité complètement et la parole un peu divine entre guillemets et tous les conseils, etc. Mais en fait, je pense que c'est pas bon non plus. Il faut savoir entendre ce qu'on nous donne, il faut savoir entendre les choses qui sont importantes, les choses qui sont primordiales pour sa santé, etc., dans le domaine de compétences de la personne qu'on a en face de soi. Et il faut savoir se dire, ok, là, elle me dit ça, mais est-ce qu'elle me dit ça parce que c'est médicalement pertinent ou est-ce qu'elle me dit ça parce que c'est sa façon de voir les choses? On a le droit d'avoir une façon différente de voir les choses et pour autant de rester médicalement pertinent. En ce moment, on a beaucoup de débats sur la vaccination. Je ne vais pas rentrer dans le sujet. Je suis capable d'avoir une personne en face de moi qui a un avis contraire au mien sur la vaccination et pour autant de respecter son avis et de faire avec ses prérogatives à lui et de le conseiller dans son truc à lui, tout en sachant que telle chose je pourrais pas vous le faire parce que il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc voilà. Donc quand on arrive et qu'on nous dit vous devriez faire différemment, ok, d'accord. Pourquoi? Pourquoi je devrais faire différemment? Est-ce que c'est dangereux pour la santé de mon enfant si je fais ça? Non, mais c'est pas bien. Ben, c'est pas bien selon quel critère? C'est pas bien selon quel référentiel? Est-ce que c'est pas bien parce que toi ça te choque, mais moi je suis épanoui là-dedans, donc est-ce que tu devrais pas aussi respecter le fait que moi j'ai envie de m'épanouir là-dedans? Ça, c'est extrêmement dur à faire. Moi, en étant formé professionnel de santé, j'ai du mal à avoir ce regard critique envers parce que tu te dis, bah, c'est le pédiatre de mon enfant, donc j'écoute ce qu'il me dit ou c'est le généraliste de mon enfant dont j'écoute ce qu'il me dit. Donc c'est hyper dur à le faire. Mais pourtant, c'est important d'avoir ce recul de se dire, ok, donc dis-moi ce qui est médicalement pertinent. Et puis pour le reste, je prends ton conseil, je l'écoute et puis j'en fais ce que je peux en faire et ce que je peux en faire. Ouais, mais ça peut être juste ça, sans leur dire, ok, dites-moi ce qui est médicalement pertinent, mais juste reposer cette question de, ok, donc j'entends, pourquoi est-ce que c'est important que je fasse ça? Voilà, Ouais. pour relancer la question et voir ce qui se cache derrière ce conseil. C'est ça. Du moins, dites-moi quels sont les risques, pourquoi est-ce que vous me dites ça. Moi, je pense, mais après ça c'est ma vision de thérapeute, que l'important c'est pas de donner l'important. Moi, j'aime pas cette relation verticale entre le médecin et le Mm. patient, où t'as le médecin qui dicte et qui dit faites ce que je vous dis parce que c'est le mieux pour vous. Moi, j'aime bien quand les gens s'approprient leur traitement, j'aime bien quand les gens s'approprient leur pathologie, j'aime bien quand les gens. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut expliquer aux gens pourquoi est-ce que je pense comme ça. Il faut expliquer aux gens pourquoi moi, à leur place, je ferais ça et leur laisser la possibilité de faire leurs propres décisions. Il y a certaines personnes qui ont besoin qu'on leur dise faites comme ça. Et du coup, elles sont un peu en difficulté avec moi parce que moi, je leur dis si vous faites comme ça, je vous explique ce que vous risquez et quels sont les bénéfices attendus. Si vous faites plutôt comme ça, je vous explique ce que vous risquez, quels sont les bénéfices attendus. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et quand un médecin dit à un patient qu'est-ce que vous voulez faire, parfois le patient me dit mais attendez, c'est vous qui êtes médecin. Oui, mais moi mon rôle c'est pas de faire à ta place, c'est de t'expliquer comment faire. Ouais, Donc en donc c'est fait, vraiment s'emparer de l'information qu'on reçoit c'est ça, pour en c'est faire ça. quelque chose. Et si éventuellement elle ne nous convient pas, comme sur des histoires de chirurgie où on demande très facilement un deuxième avis, et ben c'est éventuellement en demander un deuxième. Bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est voilà, c'est pas, sans remettre en cause ou sans critiquer ou sans machin, mais c'est juste avoir, en fait, les conseils médicaux qu'on reçoit, c'est des conseils médicaux qu'on s'applique soi-même. Enfin, le médecin ou le pédiatre ou encore une fois, c'est pas lui qui se soigne à ta place. C'est lui Non. qui te donne les clés pour te soigner correctement. Du coup, tu donnerais quoi comme conseil à un papa ou une maman qui se prépare à l'allaitement? C'est quoi ton meilleur conseil? Mon meilleur conseil, c'est d'en parler à son entourage.
Mhm. Surtout à l'entourage très proche, pour les papas ou les mamans qui sont avec un conjoint, une conjointe, qui sont pas seuls à se préparer au quotidien à cet allaitement. C'est important d'en parler à son entourage très proche, à celui ou à celle qui va nous accompagner au quotidien. L'entourage qui est un petit peu plus éloigné, c'est peut-être pas forcément toujours un bon truc d'en parler trop. Enfin, je sais pas en fait, je dis ça, j'en sais rien. Mais on reçoit énormément de conseils de la part de la mère, de la belle-mère, de la tante, du cousin, de l'arrière-petit-filleul au deuxième niveau de truc. Tout le monde a un avis sur comment on devrait faire les choses. Et en fait, ce qu'il faut, c'est être en phase avec la personne qui fait les choses avec vous, quoi. Et pas avec la personne qui est dehors, qui regarde et qui vous dit vous devriez faire comme ça, vous devriez faire comme ça, vous devriez faire comme ça. Donc, en parler énormément avec le noyau dur des parents qui vont accueillir l'enfant, et ensuite avec le reste, ben, c'est juste ok, écouter tous les conseils et puis les remixer à sa sauce. Moi, c'est ça, je pense que je conseillerais de faire aux gens, de prendre les conseils à droite à gauche, de les remixer à sa sauce et de faire en fait ce qui vous semble dans votre cœur, dans votre plus profond, ce qui vous semble mieux pour votre enfant, parce que finalement on est voilà, c'est À la fin, c'est les parents les à experts la fin c'est les des enfants. parents, voilà, c'est les parents qui élèvent, c'est les parents qui décident, c'est les parents qui font, qui accompagnent, etc. Quoi. Ok. Flo, est-ce que tu veux répondre avant qu'on se quitte à mon interview Fast Milk? Allez, c'est parti. Je Alors, t'écoute. Je sais pas trop comment m'attendre, je t'avoue. il a un peu peur. Il a un peu peur, je le sais. Pas du tout. Pas Il du tout, fallait pas du écouter tout. les C'est épisodes quoi? de Milkshaker et tous, tu saurais à quoi t'attendre. Écoute, moi Alors, j'aime bien les défis, je me lance. C'est parti, voilà, je fais quoi? Je recoiffe-toi réponds un vite, coup. c'est ça? Voilà. Tu dis blanche, de noir? Non, tu vas voir, je te laisse Tu dis découvrir. coussin, je dis bataille. C'est pyramide. Flo, avec sérieux, émotion ou ironie pour chaque question. C'est quoi le principal avantage en tant que papa à ce que ta femme allaite? Le On a principal dit avantage. fast. Oh, pardon, de pas gérer les biberons. Ok. Et si tu y vois un inconvénient, lequel? J'en vois pas. Ok. As-tu goûté le lait maternel et si oui, comment? Et surtout pas. Ça me fait Surtout trop pas. peur. J'ai pas du tout envie. Ok, très bien. Non, non. Donc, ok, on s'arrête là-dessus. Pourquoi tu veux pas goûter? J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Je sais absolument pas. C'est du lait, hein. Mais D'accord. en fait, alors si, déjà de base, je bois pas de lait, moi. Donc, lait de Ah vache, bon, etc., j'aime pas ça, de base. Et donc, bah, en fait, bah, c'est du lait, donc j'aime pas, j'ai pas envie. c'est bien, tu t'es bien échappé. Bravo. Ben, en fait, mais je me suis beaucoup posé la question, mais je pense sincèrement que c'est ça. Non, mais c'est possible, hein. Flo, ta femme a donc porté ton enfant, tes enfants, accouché et nourri tes enfants. Que ce soit de bon cœur ou bien contraint et forcé, est-ce que tu préférerais danser sur Beyoncé Who Run the World ou sur Aretha Franklin Respect? Beyoncé. Ok. Parce que Queen. Parce que comme bien. Ok. Il y en a pas beaucoup qui se sont prêtés au jeu, mais il y en a quand même un qui l'a fait. J'attends de toi une vidéo en train de danser sur Who Run the World de Beyoncé. Ouh! Tu peux te déguiser et faire tout ce que tu veux qui te fait plaisir. Et ce sera diffusé évidemment. Flo, si en un mot tu devais me décrire ton allaitement, enfin l'allaitement de tes enfants ou de soit un mot pour chaque allaitement, soit un mot pour les deux, qu'est-ce que tu dirais? Équipe. Ok, cool. Merci Flo. Je t'en prie. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle, parce qu'on n'en a pas parlé pendant l'épisode, et puis comme Flo est médecin généraliste, c'est le moment de rappeler que le CRAT est un site sur lequel vous pouvez retrouver quand on vous prescrit un médicament durant votre allaitement, s'il est compatible ou non avec l'allaitement. Alors on en parlait en off avant avec Flo, c'est normalement évidemment le job du professionnel de santé que vous avez en face et qui vous prescrit un médicament que de vérifier si c'est compatible avec votre projet d'allaitement ou non. Mais parce que voilà, on l'a assez dit, parfois méconnaissance, parfois pas d'intérêt, etc. Les gens, les professionnels de santé peuvent avoir tendance à prescrire un médicament sans savoir s'il est compatible ou non, mais en tout cas en croyant qu'il ne l'est pas, et vous demander d'arrêter votre allaitement. Parfois il y a d'autres médicaments qui peuvent se substituer, etc. Et donc ça peut valoir le coup, si vous êtes confronté à une problématique de ce style-là, de double-checker sur le site du CRAT, qui n'est pas forcément facilement lisible quand on est non-sachant. Flo, si tu peux nous en dire juste deux mots, si tu as Bien quelque sûr. chose à ajouter. Déjà, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que, alors après, j'ai une courte expérience de médecin. Je suis encore jeune, j'ai pas 10 ans d'expérience, mais jamais encore
pour l'instant, à ce jour, dans ma pratique, je n'ai été confronté à une situation où j'ai dû dire à une maman, il faut arrêter votre allaitement. Et pourtant, c'est quand même quelque chose, c'est des conseils, entre guillemets, ou des injonctions médicales qu'on entend énormément. Et pour l'instant, je ne me suis jamais retrouvé dans cette situation de devoir dire, bon, ben là, on n'a pas d'issue, on est obligé d'arrêter. Donc, voilà. Donc, effectivement, c'est bien de rappeler, du coup, l'existence du CRAT, et c'est bien de rappeler en tant que patient tout en restant à sa place, parce qu'attention, il faut pas non plus se croire plus fort que je sais plus ce que c'est l'expression, se croire plus, bon bref. C'est important de rappeler aux médecins que vous avez en face de vous, si l'allaitement c'est quelque chose de capital pour vous, c'est important de le dire. De dire l'allaitement c'est quelque chose de très très important pour moi. Est-ce que vous êtes sûr et certain à 150% qu'il n'y a pas une façon qui nous permettrait de maintenir un allaitement et de pour autant continuer à me soigner, parce que c'est important et parce que pour l'instant des situations cliniques concrètes où l'allaitement doit absolument être arrêté, je n'en ai pas encore vu. Donc ça veut dire que c'est pas si fréquent que ça. Voilà, ça veut dire que c'est pas tous les jours, donc vous Voilà. avez ce double check qui est possible, et puis voilà, encore une fois, c'est pas forcément hyper facilement lisible parce que c'est vraiment un site qui est fait pour les professionnels de santé à la Ouais. base, mais donc ça peut être voilà, d'aller éventuellement vers un autre professionnel de santé ou ramener ce sujet-là à la personne qui vous a prescrit le médicament pour double-checker qu'on peut pas faire autrement. Bien sûr, c'est un site qui fait vraiment référence. D'ailleurs, c'est dans le titre. Hein. Le CRAT, ça veut dire centre au comité. Je crois que c'est comité de référence sur les agents tératogènes. Donc, agents tératogènes, ça veut dire à la base les agents qui induisent des malformations in utero, donc chez les bébés qui pendant la grossesse. Et en fait, par extension, ils donnent des conseils à la fois sur ce qui peut être pris et non pris pendant la grossesse, à la fois sur ce qui peut être pris et non pris pendant l'allaitement, sur les vaccins, sur les actes d'imagerie qui doivent être évités pendant qu'on est enceinte ou pendant qu'on allaite. Ils donnent également des conseils aux papas sur les médicaments qu'ils doivent éviter pendant qu'ils essayent de concevoir un enfant. Ça, on le sait pas assez, c'est important aussi. Ouais. Et donc, ça s'appelle le CRAT, donc C-R-A-T, et effectivement, c'est libre d'accès, c'est gratuit. Et si les infos sont un peu trop obscures et difficiles à comprendre, bah, il vous suffit d'imprimer la page et de l'amener à votre médecin et de dire, voilà, j'ai trouvé ça sur ce site, qu'est-ce que vous en pensez, comment on fait? Exactement. Ok, top. Bah, merci beaucoup Flo d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir aussi livré ton ressenti en tant que médecin généraliste. Je pense que c'était important de le faire. Ouais. Et puis, ben voilà, à bientôt. Merci à toi. Merci de l'invitation. Et à bientôt, ouais. Ouais. Allez, à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Notez-le, abonnez-vous, mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute et surtout partagez-le sur les réseaux sociaux @milkshakerpodcast pour le faire connaître. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes. Vous pourrez désormais y faire un don si vous souhaitez soutenir Milkshaker. On se quitte encore et toujours avec Emma et son titre Blinded qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.